Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, lancement des travaux de construction d'une nouvelle raffinerie du brut d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an au Congo. L'infrastructure située à Fouta, près de Pointe-Noire, sera la deuxième raffinerie du pays. 600 millions de dollars pour favoriser la relance de l'économie sénégalaise, un financement octroyé au pays par l'USAID qui sera valable pour les 5 prochaines années. Ce programme appuiera les domaines prioritaires tels que le commerce, la santé et l'éducation. Et puis le cacao continue d'alimenter la déforestation en Côte d'Ivoire. En 2020, le pays a perdu 47 000 hectares de forêt. Le gouvernement promet de recouvrer 50% de la superficie forestière d'ici à 2050. Mais tout d'abord, au Niger, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués ce dimanche 21 février dans une explosion qui a également fait 3 blessés graves. Leur véhicule a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri, située à l'ouest du pays, proche du Mali. Révélation faite par le gouverneur de la région, Ibrahim Katiela. Incident grave également enregistré ce lundi 22 février en République démocratique du Congo. L'ambassadeur d'Italie a été tué par balle dans une attaque armée dans l'est du pays. Le diplomate italien est en voyage avec un convoi du Programme alimentaire mondial dans le cadre d'une visite au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en proie à la violence des groupes armés depuis plus de 25 ans. Son garde du corps et le chauffeur du convoi auraient également perdu la vie dans cette attaque. L'armée congolaise a indiqué que ses forces mènent actuellement une opération de ratissage dans la zone pour retrouver les assaillants. En 2023, la République du Congo sera dotée d'une deuxième raffinerie du brut d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an. Le coup d'envoi des travaux de cette nouvelle infrastructure a officiellement été donné par le président Denis Sassou Nguesso ce dimanche 21 février. Estimée à 600 millions de dollars, la nouvelle raffinerie est financée par le groupe chinois Beijing Fortune Dingeng Investment Co. Ltd. Un sujet de la rédaction. La République du Congo entend augmenter sa capacité de raffinage afin d'atteindre le chiffre de 2,5 millions de tonnes par an grâce à la construction de la deuxième raffinerie du pays. Les travaux de cette nouvelle infrastructure, estimée à 600 millions de dollars, ont été officiellement lancés par le président Denis Sassou Nguesso ce dimanche 21 février 2021 à Fouta, dans le département de Pointe-Noire. Ce modèle est celui d'une raffinerie modulable dont les produits finis seront les essences et gazoles de qualité supérieure, les gaz de pétrole liquéfié, les fuels légers, les pétroles lampants. C'est sur cette superficie de 240 hectares que sortira d'ici à 2023 la raffinerie Atlantique Pétrochimie, la deuxième du pays. Ce grand projet structurant est encadré par une convention d'investissement signée le 24 novembre 2020 entre la République du Congo et la société Beijing relative à la construction dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire d'une nouvelle raffinerie d'une capacité nominale de raffinage à terme de 5 millions de tonnes par an et à la promulgation de la loi numéro 4 2021 du 11 janvier 2021 portant approbation de la dite convention. C'est donc pour répondre aux besoins croissants de l'industrie et de la population congolaise que cette raffinerie permettra au Congo d'exporter les produits pétroliers dans la sous-région. Elle sera aussi une aubaine pour les jeunes car 5000 emplois locaux y seront créés. À quelques kilomètres de la nouvelle raffinerie se trouve la centrale thermique à gaz de Djeno, dont le coup d'envoi des travaux d'extension a été donné par le président Denis Sassou Nguesso ce dimanche 21 février 2021. Raccordement à la CEC, située à une vingtaine de kilomètres d'ici, pourrait garantir à la raffinerie ainsi qu'à toutes les activités qui ne manqueront pas d'orbiter autour de celle-ci une bonne continuité d'alimentation en électricité. Par conséquent, j'invite et encourage les deux sociétés à se parler si elles n'ont déjà commencé à le faire. Les travaux exécutés par la compagnie turque AXA visent dans une première phase à réhabiliter les 2 turbines de 25 MW chacune. Dans une seconde phase, elle opérera une extension afin de porter la puissance installée au moins à 100 MW.
À la fin de la concession, qui durera 30 ans, la raffinerie devrait avoir une capacité de production de 80% de la puissance installée. L'Agence des États-Unis pour le développement international a octroyé une enveloppe d'un montant de 600 millions de dollars au Sénégal. Financement qui servira à appuyer le Sénégal dans la relance de son économie freinée par la pandémie de Covid-19. La croissance économique a chuté à un niveau inférieur à 2% alors qu'elle se situe à 6% en 2019. Grâce à ce financement, le Sénégal espère atteindre son objectif de franchir une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Samantha Sabero. Afin de relancer son économie freinée par le Covid-19, le Sénégal va recevoir des États-Unis un montant de 600 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA sur 5 ans par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce financement est destiné à améliorer la croissance économique du Sénégal, lesquels projets seront répertoriés dans les domaines de l'appui au secteur privé, la justice commerciale, l'éducation, la santé et le capital humain. L'annonce a été faite par Amadou Hott, ministre sénégalais de l'économie, du plan social et de la coopération. Le Sénégal a reçu une enveloppe de près de 600 millions de dollars de la part d'un fonds américain qui œuvre pour le développement. Ça va permettre au Sénégal de relancer leur économie et compte notamment investir dans différents secteurs assez primordiaux qui vont permettre à l'économie sénégalaise de se relancer. Mais il faudra mettre en place un plan structurel afin vraiment d'avoir un plan qui soit bénéfique à la population et qui soit surtout un plan qui soit viable et pérenne sur le long terme. Ce protocole de financement a été signé entre les deux pays à Dakar à l'occasion du lancement du nouveau accord d'assistance bilatérale portant sur la stratégie quinquennale 2020-2025. La croissance économique du Sénégal a chuté à un niveau inférieur à 2% alors qu'elle se situait à 6% en 2019. Cette baisse de performance est due au contexte sanitaire actuel qui a paralysé les efforts de développement de ce pays. Grâce à ce financement, le Sénégal espère atteindre son objectif de franchir une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Par ailleurs, les 600 millions de dollars sont une somme assez importante. Est-ce que ça va leur permettre d'atteindre une croissance à 2 chiffres? Les 600 millions de dollars, si investis avec des projets assez viables, peuvent permettre de générer une croissance à 2 chiffres, mais il faudra pour cela maîtriser certains paramètres et surtout mettre en place des économies structurelles afin de pouvoir avoir des entreprises qui soient dynamiques, qui créent de la valeur ajoutée et qui, dans le long terme, pourront éventuellement créer une croissance assez importante pour l'économie. En effet, ce pays vise à honorer l'objectif de 5,2% de croissance en 2021 et une croissance de 7,2% en 2022. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre d'un important programme d'investissement dans les secteurs porteurs. Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique de la BAD a accordé une aide de 965 000 dollars à la Société d'ingénierie énergétique du Maroc. Objectif, accompagner l'entreprise qui ambitionne de devenir la première super société de services énergétiques en Afrique dans sa transition. Ces fonds vont permettre au Maroc de répondre davantage à ses besoins énergétiques. Laetitia Simbo. La Société d'ingénierie énergétique marocaine, SIE, a reçu une aide de 965 000 dollars du Fonds pour l'énergie durable en Afrique de la Banque africaine de développement pour l'accompagner dans sa transition afin de devenir la première super société des services énergétiques Super ESCO en Afrique. Ces fonds fourniront à la SIE les outils opérationnels nécessaires pour développer une réserve de projets d'investissement bancable dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ce soutien de la Banque africaine de développement permettra à la nouvelle SIE de devenir une super ESCO, créant ainsi un modèle parfaitement en phase avec les besoins du secteur de l'efficacité énergétique du pays. Dans un contexte de demande croissante, le Maroc veut répondre à ses besoins énergétiques en alliant des stratégies d'efficacité énergétique à grande échelle à des investissements dans les énergies renouvelables. Les super ESCO sont des véhicules destinés à attirer des investissements d'efficacité énergétique pour le secteur public, posant ainsi les jalons d'investissement privé futurs dans le commerce et l'industrie. L'efficacité énergétique est devenue au fil des années une préoccupation majeure des politiques énergétiques et climatiques. Conscient de cela, le Maroc a adopté récemment une stratégie nationale d'efficacité énergétique qui vise à réaliser une économie d'énergie d'environ 20% à l'horizon 2030 à travers une meilleure utilisation de l'énergie dans tous les domaines d'activité économique et sociale afin de réduire sa facture énergétique. Ce soutien de la Banque
africaine de développement qui vient à point nommé permettra à la nouvelle SIE de devenir une super ESCO, créant ainsi un modèle parfaitement en phase avec les besoins du secteur de l'efficacité énergétique du pays et surtout de disposer des moyens de surmonter les nombreuses difficultés liées à l'intensification des investissements dans l'efficacité énergétique. La mutation de la société d'ingénierie énergétique marocaine en super ESCO devrait lui donner les moyens de surmonter les nombreuses difficultés liées à l'intensification des investissements dans l'efficacité énergétique. Les ESCO locales devraient ainsi pouvoir bénéficier de nouveaux débouchés commerciaux, offrir un soutien en matière d'assurance qualité et accroître leur réputation auprès des utilisateurs finaux et des investisseurs. Également dans l'actualité, au Nigeria, 53 passagers d'un bus kidnappé il y a un peu plus d'une semaine dans l'état de Niger, au centre-ouest du pays, ont été libérés ce dimanche 21 février. Ces otages étaient apparus dans une vidéo dans laquelle les ravisseurs réclamaient une rançon d'1 million d'euros. Les autorités avaient fermement rejeté ce marché. En revanche, les 42 otages, dont 27 élèves capturés dans le village de Kagara le 17 février, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Des négociations sont en cours selon les autorités locales. Entre ses forêts et son cacao, la Côte d'Ivoire peine visiblement à trancher. En février 2019, le pays a adopté un nouveau code forestier et une nouvelle stratégie alliant reboisement et maintien de l'agriculture. Mais en 2020, le premier producteur de cacao au monde a perdu 47 000 hectares de forêt au profit de la culture du cacao, selon des données publiées par l'organisation environnementale américaine Mighty Earth. Philomentine. La Côte d'Ivoire a l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Ce pays qui occupe la première place au monde dans la production de cacao a en parallèle perdu 47 000 hectares de forêt en 2020 au profit de la culture de cacao selon les données de l'organisation environnementale américaine Mighty Earth. La Côte d'Ivoire pouvait arriver à maintenir sa première place de pays producteur tout en conservant ses forêts. Mais pour ce faire, il s'agit entre autres de veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations, des initiatives en faveur de la lutte contre la déforestation, faire la promotion de d'autres sources alternatives de revenus durables, mettre en place un système de traçabilité de 100% du cacao qui est commercialisé afin de disqualifier le cacao issu des zones interdit de culture. À noter que l'étude de Mighty Earth s'est basée sur sa carte de responsabilité du cacao 3.0. Celle-ci combine les chaînes d'approvisionnement en cacao de presque toutes les grandes entreprises de cacao et de chocolat opérant en Côte d'Ivoire et une base de données intégrée couvrant plus de 2000 coopératives de cacao, ainsi qu'une autre base de données sur l'évolution de la déforestation. En ce qui concerne les efforts pour préserver les forêts, il faut noter que l'État a quand même déployé un certain nombre d'actions. Donc, il s'agit notamment de l'initiative Cacao et Forêt, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, qui vise à réduire la déforestation liée au cacao et restaurer les paysages forestiers et les stocks de carbone. La déforestation a fait passer les superficies de forêt de la Côte d'Ivoire à 16 millions d'hectares dans les années 1960 à près de 3 millions d'hectares en 2020, principalement en raison de la culture cacaoyère. Néanmoins, le gouvernement a adopté depuis 2020 une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension d'un coût total de plus de 600 milliards de francs CFA afin d'enrayer le phénomène. L'actualité sportive pour terminer avec les résultats des matchs ayant opposé les équipes du groupe A de la CAN U20 qui se joue actuellement en Mauritanie. Le pays hôte, la Mauritanie, a été renversé par l'Ouganda sur un score final de 2-1. L'Ouganda qui se qualifie pour les quarts de finale. De son côté, le Cameroun, déjà qualifié et en tête du classement, est resté sur sa bonne lancée en dominant le Mozambique 4-1. Le résumé avec Ameneji. Déjà qualifié, le Cameroun a surclassé le Mozambique lors de la 3e journée de la CAN U20, tandis que la Mauritanie subissait la loi de l'Ouganda. Le pénalty inscrit à 2 minutes de la fin de la partie par le remplaçant d'Eric Kakuza a permis à l'Ouganda de s'imposer 2-1 contre la Mauritanie et de décrocher sa qualification au stade olympique de Nouakchott. C'est une compétition quand même assez ouverte et on voit que quand même les équipes se battent, qu'il y a du jeu, qu'il y a du contenu. Ce qui me permet de dire que par rapport au quart de finale, c'est une autre compétition qui commence. La vraie compétition commence après le premier tour parce que là,
il n'y a plus d'erreur à rattraper. Une fois que vous commettez l'erreur, vous rentrez à la maison. Et on a vu des équipes qui se sont sublimées lors du second tour et d'autres qui se sont effondrées aussi. Donc, moi, ce second tour sera indécis. Le pays hôte devra désormais attendre l'issue des matchs du groupe C pour savoir s'il sera l'un des deux meilleurs troisièmes. Le Cameroun poursuit son sans faute en prenant le dessus sur le Mozambique 4-1. Double buteur et passeur, Etienne Etopineda fut l'homme de la rencontre, hissant les Lionceaux indomptables à la première place du groupe A. Le Cameroun a ses chances et le Cameroun fait partie des favoris de cette compétition, je crois, avec le Burkina et peut-être la Tunisie. Donc, mais qu'est-ce qui peut ébranler le Cameroun? Attendons de voir parce que quand je regarde les matchs et surtout avec les équipes de jeunes, on ne peut pas trop se projeter parce que ce sont des équipes par consonance instables, des équipes sur qui il est très difficile de parier quelque chose compte tenu du fait que ce sont quand même des jeunes et que d'un coup de tête, il peut vous sortir un match extraordinaire. Le Cameroun se retrouve ainsi en tête du classement avec 9 points, devant l'Ouganda qui a raflé les 6 points, la Mauritanie 3 points, puis le Mozambique 0. Prochain sur la liste, le Burkina Faso affrontera la Namibie et la Tunisie fera face à la République centrafricaine. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.